Élu dans Matane en 1994, Mathias Rioux devient délégué régional du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, en préparation de la démarche référendaire. Après le référendum perdu et le départ de son chef, Jacques Parizeau, les premières années du député en politique ne furent pas de tout repos. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Rioux. Bonjour. M. Rioux, vous êtes de ces Gaspésiens qui quittent leur patelin là, très jeune, à l'adolescence peut-être, et qui reviennent plus tard. Alors, vous, pourquoi vous êtes parti? C'était peut-être pour les études ou pour autre chose? Oh, il y avait 2-3 raisons bien importantes. Oui, les études, certes, mais moi, il y a des éclaireurs dans le domaine du hockey qui avaient découvert que j'avais peut-être un peu de talent là-dedans et qui m'ont identifié. Pour qui? L'Organisation des Canadiens de Montréal, oui, si je ne m'abuse. Et ça m'incitait à partir. Mais il y avait le deuxième volet qui était tout aussi important, c'était les études. Mais rendu à Montréal, j'ai découvert que des gars de mon âge qui jouaient au hockey, il y en avait de très bons. Alors, quand on est en Gaspésie, on peut être une vedette, mais rendu à Montréal, là, je devenais un joueur comme les autres. Et quand j'ai voulu aller plus loin, j'ai demandé à mon père « Qu'est-ce que tu en penses? » Mon père, en gaspésien, pêcheur, réaliste et philosophe, m'a dit « Moi, à ta place, j'irai à l'école. » Alors, je suis allé à l'école. Et pour devenir enseignant, vous aimiez ça, l'enseignement? Ah oui, quand j'étais jeune, j'enseignais à mes sœurs. J'enseignais à mes sœurs. Oui, j'aimais l'enseignement. Et j'ai toujours aimé l'enseignement. Pour moi, c'était ma façon de m'exprimer. Progressivement, votre carrière dans l'enseignement vous a amené à devenir, vous impliquer dans les syndicats et devenir un leader syndical. Comment ça s'est mené, ce cheminement-là? J'ai fait partie des jeunes enseignants qui ont lu le rapport parent. Et j'ai essayé de le comprendre. Et lorsque je suis devenu président de l'Alliance, j'avais dit à Paul Gérin-Lajoie, j'ai dit, moi, je suis d'accord avec la réforme. Alors qu'à la CEQ, il y avait moins d'enthousiasme à la CEQ, en général, qu'à l'Alliance, à Montréal. L'Alliance, ça, c'était le syndicat? Le syndicat des professeurs de Montréal. Et je me suis intéressé au niveau de mon école aussi, dans mon milieu d'enseignement, avant de la réforme, qui était, à mes yeux, nécessaire. Et ensuite, j'ai embarqué progressivement dans l'action syndicale et comme délégué de mon école. Et ensuite, j'ai été élu au conseil d'administration de l'Alliance. Est-ce que ça vous avez apporté des améliorations au travail des enseignants à cette époque-là? Ah oui, la réforme ouvrait des perspectives fantastiques au plan professionnel. Et d'ailleurs, quand je suis devenu président de l'Alliance, la grande revendication de l'Alliance, c'était le statut professionnel de l'enseignant. L'enseignant n'avait pas de statut. C'était un travailleur dans le monde de l'éducation, mais il était sans statut. Mais le gouvernement savait une chose. Plus on revendiquait un statut professionnel, plus ça allait coûter cher. Et voilà pourquoi, en 1966, je crois, on a fait la grève à Montréal pendant 26 jours et bravé une loi du gouvernement du Québec. C'était Jean-Jacques Bertrand qui était ministre de l'Éducation. C'était le Bill 25, ça. Et qui a engendré une législation terriblement sévère qui nous a forcé, évidemment, qui a forcé le retour au travail.
mais en plus établissait pour la première fois des conditions de travail pour l'ensemble des enseignants du Québec. Ce que ça voulait dire dans la vraie vie, c'est que les enseignants de Montréal étaient pénalisés terriblement parce que les enseignants de Montréal avaient une rémunération beaucoup supérieure à celle des autres enseignants du Québec. Ça avait une valeur socialement justifiable, mais économiquement très difficile à supporter pour nous, de l'Alliance. Alors, nous avions une contrainte. Pour ne pas être vus comme des égoïstes de Montréal, a fallu accepter des gels de salaire pendant 3 à 5 ans. Ça a été très dur, le Bill 25. Mais ça a engendré la première négociation à l'échelle du Québec entre les enseignants et le gouvernement. En 1973, je fais un petit saut là parce que vous vous intéressez sûrement à la politique, parce qu'en 1973, c'est là que vous vous présentez en politique pour la première fois. Dans quelles circonstances? René Lévesque m'avait demandé en 1970. J'étais président de l'Alliance. Et il voulait que je sois candidat dans Saint-Jacques. Il m'avait fait venir pour me convaincre d'être candidat dans Saint-Jacques. Il dit, j'ai un petit jeune de cégep, là, il dit qu'il veut être candidat. Ça, c'était Claude Charron. Mais il dit, si vous êtes intéressé, l'Alliance, c'est dans le quartier de Saint-Jacques. Et il dit, vous êtes connu pas mal, ça serait intéressant. J'avais dit non, je ne pouvais pas. J'avais mon mandat à l'Alliance et j'étais vice-président de la CEQ. Je ne pouvais pas. Mais en 1973, ça, c'était une autre... Ça se présentait différemment. J'avais quitté l'Alliance pour retourner aux études en sciences politiques à l'UQAM. Et René Lévesque m'avait fait venir dans son bureau, là, sur la rue Christophe-Colomb, et il m'avait dit... ouais, ça serait peut-être intéressant que vous songiez à vous porter candidat dans Saint-Henri, là où vous habitez. Alors, je suis allé. J'ai gagné l'investiture et j'étais candidat contre Gérard Shanks dans Saint-Henri. Et évidemment, c'était l'année des 102 libéraux. Une vague formidable. Mais j'avais très bien performé dans Saint-Henri. J'étais très content. Si bien qu'en 1976, René Lévesque m'avait dit « Vous allez terminer votre travail dans Saint-Henri. » Et je lui avais répondu « Monsieur Lévesque, non. J'ai trop peur d'être élu. » Ah, il était furieux. Et vous n'êtes pas présenté en 1976? Non. Il y a plusieurs personnalités politiques qui vous ont influencé, marqué. Lesquelles en particulier? Moi, celui qui m'a le plus impressionné lorsque j'étais jeune, c'est Georges-Émile Lapalme. Georges-Émile Lapalme, qui était un homme de grand idéal. Il voyait grand pour le Québec, au sein du Canada, évidemment. Et lorsqu'il est devenu un membre influent du gouvernement Lesage, ça a été le premier à proposer la démocratisation de la culture. Il voulait que la culture ne soit pas seulement l'affaire d'une petite élite. Il voulait que le peuple accède à la culture. Et c'est lui qui a créé le ministère des Affaires culturelles. Parmi ceux qui m'ont beaucoup influencé, bien sûr, il y a René Lévesque, qui était un Gaspésien, pour qui j'avais une profonde admiration. René Lévesque me disait, « Écoutez, Rio, je suis entouré de docteurs. » Il dit, « Parizeau, Jacques-Yvan Morin. » Il dit, « C'est fantastique. On peut faire une deuxième révolution tranquille. » Mais je disais à vous, M. Lévesque, vous avez une qualité que tous les autres n'ont pas. Vous êtes un pédagogue. Vous êtes le plus grand pédagogue que le Québec a connu. Ça le faisait rire. Il souriait, mais il était admiratif devant tous ces gens qui l'entouraient. Puis il disait, moi, j'ai même pas fini mon droit. Mais il avait la qualité de s'entourer de savants. Ça aussi, c'est l'indice d'un homme fort. René Lévesque était un homme extrêmement fort.
puissant sur le plan intellectuel, un homme capable d'écrire et de penser. Bourassa était fasciné par la gauche. Il n'était pas nécessairement un homme de gauche, mais il était sympathique. C'était un progressiste, je dirais. Et c'est comme ça que je l'ai connu, c'est comme ça qu'on s'est liés d'amitié. C'est comme ça qu'il m'a demandé, d'ailleurs, d'être candidat libéral, une ou deux reprises. J'aurais pu être délégué à l'étranger aussi. Mais j'ai jamais voulu accepter de propositions des libéraux. Ils savaient que j'étais souverainiste, mais cependant, ils respectaient ça. C'est ça la grandeur d'un politicien, c'est d'être capable d'avoir l'ouverture de respecter l'autre qui est devant toi. Et si vous me demandez, celui qui m'a aussi le plus impressionné en politique, c'est Parizeau. Parizeau, pour moi, c'est le créateur de l'État moderne. Par son action auprès des premiers ministres successifs qui se sont succédés à la direction du Québec, regardez la trajectoire de cet homme, il a construit l'État québécois moderne. Il a fait en sorte que l'État ait les instruments de ses prétentions. Alors, c'est ça, être un grand. Et Parizeau fait partie, à mon avis, des plus grands que nous avons eus au Québec. C'est déjà... Et d'ailleurs, si je suis allé en politique, en 1994, c'est parce que Parizeau était là. Je ne serais jamais allé en politique. Jamais. Votre carrière en enseignement dans le milieu syndical, ça vous a amené aussi aux communications. C'est dans les années 60, 70 aussi. Comment vous êtes arrivé là? Tout à fait par accident. Moi, je me préparais à aller étudier en Europe. Je terminais mes Sciences Po à l'UQAM et je voulais aller compléter des études doctorales à Aix-en-Provence. Et je me préparais avec ma femme et ma petite à l'époque pour aller travailler là-bas. Et Pierre Robert m'appelle. Il était assez cassé. Il me dit, Mathias, on a un petit problème. Il dit, on perd notre animateur du midi. Nous dépannerais-tu pour une semaine ou deux? J'ai dit, je connais rien là-dedans, mais j'ai dit, tu penses que je peux donner un coup de main? Je vais y aller avec plaisir. Je suis allé. Et là, après 15 jours, il me dit, pourrais-tu continuer un peu? Parce qu'il dit, c'est la période de sondage, BBA. Ça nous rendrait service de ne pas changer d'animateur en cours de route. Alors, je suis resté. J'ai fait 1 mois et demi, je pense. Et les BBM sortent. C'était fantastique. Ah là, tu ne peux pas partir. Alors, finalement, je suis resté pour 1 an. J'ai différé mon voyage et je ne suis jamais allé en Europe. Je suis rentré dans les communications en 74-75 et j'y suis resté 20 ans. 20 ans de télévision, de radio et d'écrit. Dans ces années-là, vous avez sûrement eu des faits d'armes. On se souvient d'une grève des cols bleus à Montréal ou des pompiers, je ne sais pas trop. C'est quoi l'histoire? Le maire Drapeau est en pleine campagne électorale. Les pompiers décident, après une sentence arbitrale qu'ils refusaient, de déclencher la grève qui était illégale. Attention, une grève des pompiers illégale, parce que les pompiers n'ont pas le droit de grève. Je regarde ça attentivement, et moi, je dis à mon directeur des programmes, écoute, faut faire quelque chose. Je parlais au président du syndicat, Jean Labbé, avec qui j'avais des conversations, je l'interviewais, et là, à un moment donné, j'ai dit, il faut que je parle avec le maire. Jean Drapeau. Jean Drapeau. Alors, le dimanche matin, j'appelle le maire. J'ai dit, Monsieur le maire, je pense que la population aimerait bien savoir la position de la ville en ce qui a trait à ce conflit extrêmement grave où la ville de Montréal est sans service d'incendie, service essentiel. Il dit, j'accepte. Il s'amène, je l'interviewe, mais j'avais en ligne Jean Labbé. Je l'avais gardé en réserve. Là, j'ai dit, Monsieur Drapeau, voulez-vous régler, oui ou non?
Avez-vous l'intention de régler? Alors, il dit, oui, monsieur, n'importe quand. Pèse sur le bouton. Jean Labbé est au bout du fil. J'ai dit, monsieur le maire, président du syndicat est là. Qu'est-ce que vous avez à lui offrir? Oh, ça. Il est devenu livide, blanc. Il se sentait piégé. J'ai dit, monsieur Drapeau, vous n'avez pas à faire une proposition concrète en ondes. Dites aux Montréalais que vous êtes prêt à rencontrer monsieur Labbé pour régler. J'accepte. Il a fermé aller. Alors, c'est comme ça qu'on a enclenché le mécanisme du règlement. Durant vos années à la radio et ensuite à la télévision, là, pendant une vingtaine d'années, je crois, vous avez été partenaire de micro avec l'ancien ministre libéral Jean Cournoyer. Vous de gauche, lui, point de vue contraire. Quel souvenir vous gardez de ces années-là? Assez bonne. Assez bonne. Il fallait relancer la station. Alors, j'ai conçu un schéma d'émission où on pourrait orchestrer un bon débat intelligent entre des gens qui ne sont pas de la même couleur politique ou qui ne partagent pas la même idéologie. Alors, j'avais en tête deux personnes. J'avais Yvon Dupuis, à cette époque, qui m'apparaissait un bon candidat, et Cournoyer, qui, lui, venait de connaître une défaite absolument crève-cœur dans son patelin de Sorel, où Robert Bourassa l'avait envoyé presque à l'abattoir. En 76. En 76. Et moi, je l'appelle. Il était en rupture de banc avec le Parti libéral à cette époque-là. J'ai dit, viens essayer une semaine, et puis, si ça ne te plaît pas, c'est pas plus grave qu'il faut. Il est venu. Il a fait une semaine, 15 jours. Et finalement, ça a duré des années. En 1994, M. Rioux, il y a des élections générales. Vous êtes candidat à ce moment-là dans Matane. Pourquoi faire de la politique en 1994 aux élections générales et pourquoi dans Matane? J'étais dans les communications. Ma vie allait plus que bien. J'étais éditeur en plus de 2 magazines que j'aimais publier. Et un jour, à un lancement de livre, je croise Lisette Lapointe et M. Parizeau. Et on échange comme ça. Et Parizeau, je l'ai senti ravi de l'idée que je puisse travailler avec lui. Mais je ne croyais pas que c'était pour être candidat. Alors, je revois M. Parizeau dans son bureau de Montréal et j'ai dit, M. Parizeau, il faut s'entendre sur au moins une couple de choses. J'ai dit, moi, je veux savoir votre conception du développement des régions. C'est très important pour moi. Si je m'en vais comme député en Gaspésie, si je suis élu, je veux faire du développement régional, je voudrais bien savoir ce que pense mon chef et éventuellement mon premier ministre. L'autre chose, sur la souveraineté. J'ai dit, je veux que le combat soit clair, que la lutte qu'on engage pour la souveraineté soit un combat limpide, clair, et que le projet soit suffisamment articulé pour présenter ça aux Québécois de façon convenable. Et il dit, rassurez-vous, monsieur. Mais je le vois encore. Il dit, rassurez-vous, monsieur. Le projet va être bien ficelé. Il dit, quant au développement régional, vous allez être surpris. J'ai dit, j'ai une autre demande à vous faire. J'ai dit, vous savez que l'exécutif de la circonscription de Matane a son candidat. J'ai dit, je ne suis pas leur candidat. Alors, il m'avait répondu, vous savez, c'est pas l'exécutif qui choisit le candidat, c'est les militants. Il dit, au Parti québécois, c'est les militants qui choisissent. Ouais. Mais j'ai dit, l'exécutif, c'est des militants. Oui, mais il dit... Alors, j'ai compris le message.
fais en sorte que tu aies des militants dans la salle et tu seras choisi. Mais à Matane, est-ce qu'on vous considérait comme un parachuté? Parce que oui. Il y avait longtemps que vous aviez quitté. Là. Ah oui, mais il faut dire que j'ai toujours fréquenté ma région, même si, avant que je sois député, je retournais toujours en Gaspésie 8 à 10 fois par année. C'est encore le cas. Mais en 3 semaines, on a fait adhérer 1500 personnes au Parti québécois. Vous avez fait de la route? On a fait de la route. Ça a marché. Et lors de l'investiture, il y avait 1200 personnes dans la salle, dans le sous-sol d'église de Sainte-Félicité. Bernard Landry était là, il n'en croyait pas ses yeux. Et j'ai été choisi candidat. Vous avez comme adversaire libéral une personne qui était aimée aussi dans Matane, Mme Claire-Hélène Ovington, qui était députée depuis déjà 2 mandats. Mon premier problème, c'était l'exécutif de la circonscription de Matane. Mais le deuxième, c'est que Mme Ovington était aimée de la population. Parce que on avait réalisé un sondage dans la circonscription pour voir si ma candidature était recevable. Et j'avais découvert que Mme Ovington était aimée et respectée des citoyens de Matane. Donc, il ne fallait pas toucher à cette femme-là. Stratégiquement, je n'ai jamais parlé de Mme Ovington pendant ma campagne. Elle, évidemment, elle sortait beaucoup dans les... Mais pour Mme Ovington, Rioux, c'était un gars qui allait faire sa campagne à la radio, à la télévision. Pas du tout. J'ai usé 4 paires de souliers. J'avais peur des chiens pour mourir. Et j'ai visité à peu près 5000 familles en 6 mois. Ça a été fantastique. Moi, si j'ai été élu dans Matane, c'est parce que les libéraux vont voter pour moi. Des libéraux que je connaissais bien, d'ailleurs, et qui se réjouissaient qu'un Gaspésien revienne chez eux pour travailler avec eux. Et le développement qu'on a fait dans la circonscription pendant presque 9 ans, bien, j'ai travaillé avec des libéraux. Les libéraux avaient de l'argent. Les péquistes n'en avaient pas, ou presque pas. Alors, on s'est liés d'amitié. Et on s'est dit en tout respect, quand on est élu député, on est le député de tout le monde. Il n'y en a plus de couleur. Alors, j'ai fonctionné comme ça, comme député. Ça a très bien été. C'était très dur, parce qu'être député à Matane puis à Sainte-Anne-des-Monts, les gens n'appellent pas pour rencontrer le député. Tu arrives le matin là, à Sainte-Anne-des-Monts, tu as 50 personnes à la porte, ils viennent voir le député. À Matane, c'est la même chose. Alors, pourquoi ils viennent voir le député? C'est pas que dans la machine gouvernementale, ils sont allés un peu partout, puis ils se sont frappés le nez, puis ils n'ont pas eu de réponse. Alors, ils disaient, on va aller voir Mathias. Il va nous arranger ça. Alors, tout le monde était accueilli. Tout le monde était écouté. On prenait des notes et on essayait de régler les problèmes. Et c'est ça qui plaisait aux gens. Il y avait des gens qui demeuraient tellement loin que c'est moi qui me déplaçais pour les voir. Je m'installais dans un presbytère, dans un village, dans l'arrière-pays, et j'accueillais les gens. Pourquoi faire dépenser de l'argent à des gens qui demeurent très loin pour venir voir le député? Moi, j'y allais. Alors, et la circonscription de Matane, c'était à peu près 225 km, c'est Québec-Montréal. Hein? Vous voyez la distance? Alors, ça longeait le littoral, et en plus, il y avait des villages dans l'arrière-pays. 1994, vous êtes élu député de Matane. Quel objectif vous vouliez réaliser pour vos électeurs? Dans ma tête, député de Matane, ça voulait dire aussi que je m'occupe de la Gaspésie. Pas seulement la circonscription de Matane. Parce que lorsqu'on a été élu en 1994, M. Parizeau avait inventé une formule fantastique qui s'appelait les délégués régionaux. Moi, il m'avait gratifié du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles, pensez-y,
C'est grand comme un pays. Et dans mon esprit, il fallait établir des priorités. Mais si on parle d'abord de la circonscription de Matane, il y avait un enjeu qui était considérable, c'était l'usine d'Onneyou. Les libéraux avaient fermé l'usine d'Onneyou pour toutes sortes de raisons. Et moi et Mme Ovington, pendant la campagne électorale, ne s'étaient pas engagés non plus à la réouvrir. Moi non plus. Mais j'avais dit, je vais examiner la question de la d'Onneyou pour voir si on ne pourrait pas modifier sa mission. Landry avait beaucoup aimé ça. Il dit, c'est bon ça. Et ensuite, il y avait le développement du parc de la Gaspésie. J'ai toujours pensé, je le pense encore, que le potentiel du parc de la Gaspésie est immense. Alors, il fallait le développer. On partait avec ça. Et il y avait des scieries qui étaient en difficulté, des usines, bon, etc. Parce qu'en Gaspésie, ce qui créait de l'emploi jadis, comme la pêche, l'agriculture, la forêt, les mines, c'était presque tombé à plat à cette époque-là. Il restait le tourisme. Alors, c'était ça les priorités. Mais je peux vous dire que moins de 6 mois après mon élection, la d'Onneyou était réouverte. Grâce à Jacques Parizeau, c'est sûr, et à Bernard Landry. Et aussi à mon ami M. Pellado. Pellado, Pierre Pellado, avec qui j'étais lié d'amitié. Avec tous ces gars-là, on a réussi à réouvrir la d'Onneyou à la grande satisfaction et au plaisir des Gaspésiens. Et 150 millions ont été investis dans le parc de la Gaspésie. C'est formidable. On a réouvert des usines. On a essayé de remettre, disons, l'emploi en marche. Je n'ai pas réussi tout ce que j'aurais aimé, mais il reste que dans le premier mandat, on avait bien enclenché le processus et finalement, on a réussi des bons coups en forêt, dans les mines, dans le tourisme, et ça continue aujourd'hui et je m'en réjouis. Alors, oui, on avait d'énormes projets, mais on en avait un deuxième, faire la souveraineté. Oui, mais là, vous n'étiez pas au Conseil des ministres. Quand, non, mais j'étais délégué régional. Oui, mais est-ce que ça vous a déçu de ne pas être au Conseil des ministres? Ah, pas du tout. D'ailleurs, je ne m'attendais pas à ça. Et lorsque M. Parizeau m'a nommé délégué régional, il m'a expliqué ce que ça voulait dire, être délégué régional. J'étais ravi de ça, moi. Ça me permettait d'être actif et d'être directement impliqué dans le développement régional de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent. Et ça me permettait également d'être branché sur le premier ministre. Parce que M. Parizeau réunissait les délégués régionaux de la même façon qu'il réunissait son Conseil des ministres, dans la même salle. Alors, il écoutait nos priorités, il écoutait nos doléances, il écoutait nos projets. Et il avait créé un War Room où il allait lui-même s'installer puis il regardait les projets qui émanaient des régions. C'était un mécanisme politique efficace pour le développement économique et drôlement efficace aussi pour la campagne référendaire. Merci, M. Rioux. On continue la semaine prochaine. Merci.